La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Bonjour et bienvenue, la voie vers l'universalisme du féminisme pour tous. Le féminisme autrement, c'est Parlons Femmes sur Sud Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la militante Mona Jafarian. Mona, vous êtes la fondatrice de l'association Femmes Azadi qui se bat pour la liberté des femmes et du peuple iranien, mais aussi largement contre l'obscurantisme, évidemment. Vous venez de publier Mon combat chez Stock. C'est un récit aussi poignant qu'ulcérant qui raconte votre chemin de militante contre la République islamique d'Iran depuis la France. Parlons Femmes donne la parole aux combattantes de la lumière. Bienvenue sur Sud Radio, Mona. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Alors, Parlons Vrai, c'est Parlons Femmes sur Sud Radio. Mona Jafarian, les questions de Parlons Femmes que j'ai réadaptées pour vous exceptionnellement en fonction de votre ouvrage, que je rappelle, Mon combat chez Stock. C'est parti. Alors, au lieu de vous demander quelle est la définition du féminisme à vous, je vais plutôt m'atteler à votre chapitre, le féminisme en état de mort cérébrale, forcément. Vous attaquez franchement les mouvements néo-féministes français, exemple nous toutes, qui vous ont pas donné signe de vie pour soutenir votre combat. Comment est-ce que vous l'expliquez? Expliquez-le aux auditeurs et aux auditrices. Bien, ce chapitre était un des plus importants pour moi parce qu'étant militante féministe, antiraciste depuis des années, très naïvement, au moment de la mort de Mahsa Jina Amini, qui avait été tuée pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile, je pensais qu'on aurait des vagues violettes partout dans les rues en Occident, de manière générale, et que tous les mouvements féministes descendraient dans la rue. Et puis, il y a eu une espèce de chape de plomb, un silence assourdissant. Et au début, je me suis dit, c'est une certaine forme de naïveté. Elles savent pas ce qui se passe, elles comprennent pas. Et puis ensuite, j'ai vu fleurir des affiches avec une femme voilée et une femme non voilée, avec chacun son choix, comme si on était en train de parler de mode ou de Fashion Week, parce qu'on parle pas de style vestimentaire, de choix de s'habiller comme on veut. On parle de l'islamisme, de l'invisibilisation des femmes, qui fait que dans les textes de loi, elles valent la moitié d'un homme. Et en fait, elles n'osaient pas prendre la parole sur le sujet. Et puis on défilait avec de très anciennes féministes universalistes. Et moi, très naïvement, aux premières manifs, je leur disais, elles vont arriver, elles vont venir. Et puis je les interpellais sur les réseaux sociaux. On leur envoyait des mails et puis elles sont jamais venues. Et après cette phase de silence, on est entré dans une deuxième phase post-7 octobre, puisque nous, on a été très vocal au moment du 7 octobre pour dénoncer ce qui se passait. Donc on rappelle le pogrom orchestré par les terroristes du Hamas en Israël, où il y a eu un nombre terrible de femmes qui a été torturées, violées, et la majorité, effectivement, des féministes françaises sont restées silencieuses. Et pire, puisque la base même du féminisme, c'est de dire « je te crois ». Et là, en fait, on se retrouvait devant des mouvements féministes qui justifiaient, qui rajoutaient un oui mais, ou pire, qui demandaient des preuves, qui demandaient des vidéos et des photos. Donc, et c'est là où il y a eu une vraie scissure entre elles et nous. Et puis, on a vu un mélange entre une volonté intersectionnelle de ne surtout pas désigner l'oppresseur. Alors, rappelez ce que c'est l'intersectionnalité. Alors, à la base, l'idée était très noble, puisque c'était de dire qu'une femme est discriminée parce que femme, et que si en plus elle est issue d'une minorité porteuse de handicap ou par exemple d'un milieu social très pauvre, elle sera doublement ou triplement défendue. Il faut parce qu'elle va être d'autant plus discriminée. Sauf que ce mouvement est devenu une espèce de bouillie nauséabonde où on est parti du principe, très grandement influencé par les indigénistes, que quand l'agresseur est un homme racisé, il ne faut pas le dénoncer parce qu'on risque de stigmatiser une partie de la population en France. Là. Voilà. Donc, gentiment, on demandait aux Iraniennes de se taire, ou d'édulcorer le discours, ou de ne pas dénoncer aussi ouvertement la charia. Donc, on a été très rapidement assimilés à des fascistes, des islamophobes. Parce que vous dénoncez le port du voile en France également, puisque ce que vous dites, c'est qu'une femme qui le porte accepte de fait la loi coranique, et qu'effectivement, c'est pas un instrument de mode. Voilà. Alors, en fait, là où nous, on essaye d'insister, c'est que notre but, c'est pas de nous en prendre à la femme voilée dans la rue. Notre but, c'est de combattre l'idéologie qui pousse une femme à penser qu'elle ne peut être respectable que lorsqu'elle ne vaut que la moitié d'un homme. Et c'est pour ça que je dis, quand elles disent la liberté de s'habiller comme on veut, c'est faux. Parce qu'un voile, c'est la soumission aux lois coraniques. Donc ça veut dire valoir la moitié d'un homme dans l'héritage, dans la parole, être consommable dès ses premières règles. C'est aussi ne pas avoir le droit de voyager sans avoir un tuteur masculin. Une femme est considérée comme mineure tout au long de sa vie. Mais ça, c'est des lois qui, elles vous diront, ce ne sont pas des lois qu'on retrouve en France. Donc en fait, elles peuvent être voilées et libres parce qu'elles sont en France. Exactement. Et c'est là tout le combat qu'on mène, c'est de leur faire comprendre que c'est justement cette laïcité qu'elles pensent être un outil d'oppression qui les sauve des discriminations qu'elles subiraient si jamais elles étaient dans un pays où la charia
charia est appliquée. Alors vous dites autre chose, Mona Jafarian, vous dites nier la violence de la charia au prétexte de respecter la culture de chacun. La culture de chacun, c'est une véritable porte ouverte au communautarisme, mais aussi à la fragilisation des valeurs républicaines, en fait. Exactement. Et en fait, on est dans un mouvement aujourd'hui féministe et même militant de manière générale, où en fait on normalise les outils d'oppression des femmes. Et finalement, comme le voile par exemple, et on en fait des éléments culturels. Par exemple, combien de féministes prennent la parole sur l'excision ? On n'en entend pas. Combien de féministes aujourd'hui prennent la parole pour les femmes afghanes ? Moi, je suis très amie avec Marzia Hamidi, qui est une athlète afghane qui aujourd'hui est réfugiée en France, et on a le même constat. On a une montée de l'intégrisme, et en fait, les féministes... Mais comment ça se fait ? On ne comprend pas. En fait... vous savez, quand on parle du frérisme, par exemple, c'est quelque chose, tout le monde, enfin pas tout le monde d'ailleurs, c'est souvent à l'extrême gauche, on dit mais qui sont les frères musulmans, on les voit jamais. Mais la réalité, c'est que cette idéologie-là a réussi à imposer dans tous les milieux très à gauche, que ce soit féministe, antiraciste, même écologiste, que finalement, il y a des choses qui sont culturelles. Mais être opprimé, être oppressé, être discriminé ne sera jamais culturel. Donc en fait, nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est cette normalisation d'une idéologie qui est en train de gangréner notre société et qui est en train de normaliser des choses qui ne le sont pas. Et je pense qu'un exemple flagrant qu'on a eu, c'est pendant la manifestation après la mort terrible de Monsieur Cissé dans la mosquée. Eh bien, quelqu'un prend la parole pendant la manifestation pour dire « à bas l'islamophobie » ou en tout cas, il faut lutter contre l'islamophobie, il faut qu'ils arrêtent de nous interdire de porter le voile à l'école. Et ben voilà, on a une atteinte à la laïcité. Donc en fait, l'islamophobie prétendue, parce que je n'aime pas ce terme, moi je préfère une haine anti-musulmane. Ça permet l'entrisme en fait ? Ça permet finalement d'avoir des revendications qui n'ont rien à voir avec la haine des musulmans qui pourraient amener à des crimes odieux comme ceux qu'on a vus, puisque là on réclame la fin de la laïcité et l'entrisme à l'intérieur même des écoles françaises. Et puis vous êtes préoccupé vous aussi par cette influence croissante de l'islamisme dans notre pays, la manière dont certaines institutions cèdent à cette pression qu'on surnomme l'entrisme. Vous le racontez d'ailleurs dans votre chapitre La claque islamiste en France, je rappelle votre livre Mon combat, Mona Jafarian, c'est sorti chez Stock. Est-ce que vous pensez que c'est aussi la peur de l'étiquetage qui bloque un débat plus ouvert aussi, c'est-à-dire on a toujours peur d'être entre on dénonce de la réalité et en même temps on étiquette les gens de musulmans, donc derrière ça crée effectivement cette forme d'islamophobie dont vous venez de parler. Moi et dans le chapitre sur la claque islamique, parce que ça a été une vraie claque pour moi d'ouvrir les yeux d'un coup et de me dire mais mon Dieu, cette idéologie que je suis en train de combattre pour l'Iran, je la vois aujourd'hui en France, parce qu'en fait on recevait énormément d'insultes, de menaces. Je vis aujourd'hui protégée, même par la police. En permanence, Mona Jafarian ? En permanence, oui. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça au moment de la révolution en Iran, et de manière très brutale. Ça veut dire qu'on se cache plus aujourd'hui pour porter cette idéologie, pour agresser, pour attaquer en meute, pour essayer de faire taire. Et la meilleure arme, effectivement, c'est de fasciser celui qui dénonce finalement une idéologie fasciste. L'islamisme, c'est une idéologie fasciste d'extrême droite. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, tous ceux qui tentent de prendre la parole sont pointés du doigt, on leur colle 1000 étiquettes pour tenter de les faire taire, sans même se rendre compte qu'on est en train de défendre une idéologie qui n'épargnera en fait, personne. N'épargnera personne, et les musulmans en premier. Est-ce que les médias y jouent un rôle là-dedans ? Dans cette dynamique. Bien sûr, bien évidemment. Parce que vous l'avez dit sur votre compte X, votre livre il est en rupture de stock, tellement il a cartonné. Et finalement, vous avez assez peu de mes confrères et de mes consoeurs qui vous reçoivent. Comment ça se fait, à votre avis, Mona Jafarian ? J'aimerais bien leur poser la question, parce que malheureusement, alors je vous remercie, mais vraiment de me recevoir et de le faire depuis septembre 2022 sur Sud Radio. Il y a des médias qui me reçoivent, qui me laissent parler, qui me donnent la parole, et puis il y en a d'autres qui refusent absolument de nous recevoir et qui préfèrent recevoir des mouvements, par exemple, iraniens d'extrême gauche, parce que le récit qui va être donné ne sera pas le même que le nôtre qui correspond à ce qui est scandé dans la rue en Iran, ce qui est voulu par le peuple iranien, et en fait on a peur de cette réalité qui est... Est-ce qu'il y a le même problème avec l'extrême gauche iranienne qu'avec l'extrême gauche française ? Mais vous savez, l'extrême gauche iranienne, et d'ailleurs je le détaille très bien dans le livre, c'est que cette extrême gauche iranienne s'est alliée à l'islamisme pour faire tomber le Shah d'Iran à l'époque, et on se retrouvait avec des militantes
pourtant laïque, qui disait aux femmes iraniennes, mettez ce foutu voile sur votre tête, la lutte contre l'impérialisme prime sur vos droits. Et ça, c'est quand même... Absolu, et aujourd'hui, on voit un peu la même chose se mettre en place en France, avec LFI qui a toutes ces petites tentacules militantes, que ce soit dans l'islamisme, dans l'indigénisme, et qui a des méthodes de plus en plus violentes dans sa manière de militer. Et nous, on a un peu un air de déjà-vu des années 70 en Iran. Et d'ailleurs, vous dites que l'histoire tragique, justement, de l'Iran, elle devrait nous servir d'avertissement. Est-ce que c'est pas un peu trop tard, déjà ? Alors j'ai envie de dire, c'est jamais trop tard. J'espère que c'est pas trop tard. On voit quand même un éveil là, puisqu'on voit qu'il y a des associations qui sont dissoutes, qu'il y a des choses qui sont faites, qu'il y a un rapport sur l'entrisme et sur le frérisme qui va être très bientôt publié pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc je pense qu'il y a quand même un éveil. Ensuite, il y a quand même quelque chose, c'est le peuple français. On est un peuple profondément laïque, et pas seulement par rapport à l'islamisme, même par rapport au catholicisme, les Français sont profondément laïques. Ils n'ont pas envie de se faire emmerder par la religion, et aujourd'hui on se retrouve avec une religion qui n'est pas celle historique d'ailleurs de la France, qui essaye d'imposer des dogmes, mais le peuple français tient bon, et je pense que notre meilleure sécurité contre cette montée de l'entre-soi et de l'intégrisme, c'est les Français eux-mêmes. Moi j'ai envie de dire cocorico. Ouais. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio pour Parlons Femmes. On est avec l'activiste Mona Jafarian, qui est fondatrice de l'association Femmes Azadi et qui est auteure de Mon combat chez Stock. Je vous le recommande. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement, femmes et hommes ensemble pour le droit des femmes, et puis toutes les femmes, bien évidemment. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de la militante Mona Jafaria, qui est auteure de Mon combat chez Stock et qui est fondatrice de l'association Femmes Azadi. Alors justement, on va en parler un petit peu de cette association, Mona. Vous nous racontez d'ailleurs comment vous l'avez fondée dans votre livre, et vous l'avez fondée après le meurtre de Mahsa Amini en 2022. C'est un acte de violence policière qui a pourtant choqué le monde entier. Son portrait, il a tourné absolument partout. Elle est morte en détention après avoir été arrêtée pour avoir soi-disant mal porté son voile. Et pour vous, ça a été le coup de trop, j'ai envie de dire. Oui, ça a été un éveil pour moi et de manière générale pour tout le peuple iranien, même en diaspora. C'était la mort de trop, c'était l'injustice de trop, c'était alors à l'époque 44 ans de violence, d'oppression, d'occupation de notre pays, et ça a fait monter l'iranité de tous les Iraniens pour dire stop, ça suffit, il faut libérer ce pays des mains de l'islamisme qui l'occupe maintenant depuis 46 ans, et c'est comme ça que cette association, notre association est née, parce qu'on s'est dit il faut qu'il y ait un porte-voix du peuple iranien ici même en France pour délivrer leur message sans langue de bois et tel qu'il est dit en Iran, pour que les gens se rendent compte de la gravité non seulement de ce qui se passe en Iran, mais aussi de l'impact de la situation géopolitique de manière générale au Proche et au Moyen-Orient sur l'avenir de l'Occident. Et puis ce peuple iranien, comme il faut dire, qui est extrêmement éduqué, élevé, et qui en majorité effectivement est tout à fait contre les mollahs, quoi. Donc c'est ça qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que ça fait des générations en fait qui combattent, quoi. Ben oui, et depuis des années, en fait, quand on montre l'Iran, on montre des mollahs, des femmes à tchador. Donc, finalement, dans l'inconscient collectif, on a l'impression que l'Iran, c'est ça, quoi. 85 millions de... Et alors que si on regarde la réalité des chiffres aujourd'hui en Iran, vous savez, en 2023, un des proches de Khamenei disait, complètement dépité à la télévision d'État, que 50 000 des 75 000 mosquées du pays ont été fermées, faute de fréquentation. La République islamique paye fréquemment des influenceurs, soit pakistanais, soit syriens, soit libanais, pour venir en Iran filmer. Et ce qui est assez cocasse, c'est que quand ces gens-là viennent en Iran pour faire la publicité de la République islamique, eh bien, ils sont complètement dépités. Ils disent, mais je comprends pas, on est en plein ramadan, tout le monde mange, ils en ont rien à foutre. Récemment, il y avait Puis ils le font par des filles aussi. Oui, et un influenceur pakistanais qui disait, mais moi, je suis le seul mec musulman ici, mais si vous venez en Iran en espérant venir dans une République islamique, c'est l'Europe ici. Et en fait, c'est là où on se rend compte du fossé abyssal qu'il y a entre le peuple et ce régime que nous, on appelle d'occupation aujourd'hui. Alors, il y a une question dans cette émission, normalement, c'est est-ce que les hommes peuvent être féministes? Chez vous, vous y avez déjà répondu, parce qu'à cette question-là, il y a votre slogan « Femme, vie, liberté », et vous y répondez par « Homme, patrie, prospérité, c'est
c'est vraiment les genres ensemble. Il n'y a pas d'histoire d'homme-femme dans cette révolution. C'est la grande différence, je pense, avec ce qu'on voit beaucoup maintenant se développer en Occident, c'est que quand on a affaire à une véritable oppression patriarcale contre les femmes, on ne peut pas lutter contre sans les hommes. Ça n'existe pas. On ne peut pas changer profondément une société sans les hommes. Et je pense que les hommes iraniens sont l'exemple même du féminisme, parce que où dans le monde a-t-on vu des jeunes hommes sortir dans la rue, scander femme, vie, liberté, mourir, être emprisonnés, être pendus, être torturés, parce qu'ils réclament aussi l'égalité des droits et le respect pour les femmes. Et pour moi, le plus beau des féminismes, et le seul qui peut être efficace, c'est celui où hommes et femmes, main dans la main, font en sorte qu'une société évolue. Parce que si une femme veut lutter contre les hommes, eh bien, on n'arrivera jamais à rien. Donc oui, effectivement, le féminisme, comme nous, on le conçoit, c'est tout le monde main dans la main contre l'oppression. Donc finalement, moi, ça m'évoque le fait que le féminisme en France, il a autant de mal à gagner ses galons, j'ai envie de dire. C'est aussi parce qu'il tourne le dos à une majorité de population qui pourrait, si ce n'est prendre part, en tout cas soutenir leurs revendications, et que le fait de leur tourner dos, en fait, elles se prennent les pieds dans le tapis, quoi. Je pense qu'en grande partie, beaucoup d'hommes peuvent se sentir parfois agressés dans la manière dont est mené le combat, et je pense effectivement qu'une meilleure sensibilisation des hommes à ce que vivent les femmes pourrait être beaucoup plus efficace, parce que finalement, nous, en tant que femmes, oui, on le sait que 97% des agressions sont commises par des hommes. Oui, on sait que quand on se retrouve seul dans un ascenseur avec un homme, on a toute cette petite boule au ventre de se dire est-ce qu'il va se tenir un carreau. Je veux dire, en tant que femme, tout ça, on le sait. Donc finalement, et c'est pas dénier ça que de tendre la main à voilà, ceux qui donc ont envie. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les hommes pour leur faire prendre conscience que quand on dit qu'on a peur, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une fantaisie. Et si on ne va pas les chercher, eh bien, on ne changera pas cette société. Donc effectivement, je pense que la manière dont est mené certains combats n'est pas forcément la manière la plus pédagogique qui soit. Vous pratiquez ce que vous nommez un féminisme universaliste. Donc l'universalisme, c'est vraiment tous ensemble, hein, c'est ça. Donc imaginons que demain, vous ayez des néo-féministes qui reviennent vers vous et qui vous tendent la main. Qu'est-ce que vous leur dites ? Sincèrement, je serais heureuse, parce que ça voudrait dire que l'idéologie que je combats n'a pas gagné la guerre. Et c'est avec une véritable tristesse que je le dis, c'est que quand je vois aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans ces mouvements féministes, ça me fait très peur, avant tout pour les droits des femmes. Et je pense que les premières victimes de cette idéologie seront celles que justement ces féministes prétendent défendre. Et vous savez, j'ai quand même beaucoup de retours. Moi, j'ai eu beaucoup d'anciennes de nous toutes qui ont claqué la porte et qui m'écrivent aujourd'hui pour me dire j'ai réalisé cet entrisme, j'ai réalisé cette dictature de la pensée unique qu'on nous impose dans ces mouvements-là, et moi, c'est pas ça mon féminisme. Mon féminisme, c'est de dénoncer toutes les atteintes aux droits des femmes, pas en fonction de qui est l'agresseur, pas en fonction de qui est la victime, et c'est ça le vrai féminisme, c'est d'oser dire les choses. Et le meilleur exemple que je donne fréquemment, c'est que quand le droit à l'IVG a été menacé aux États-Unis par cette frange chrétienne fanatique, les féministes, elles sont descendues par milliers dans la rue. Alors pourquoi, quand c'est l'islam qui est en cause, d'un coup il n'y a plus personne, tout le monde est aux abonnés absents? Qu'est-ce qui change? Alors on observe, c'est un phénomène qu'on observe quand même dans une bonne partie du monde quand même en ce moment, Mona Jafarian. Mais moi, je suis en contact régulier, quotidien, avec des militantes iraniennes qui sont au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays européens, et le constat est le même. On nous a tourné le dos, on nous a ostracisés, on nous a mis à l'écart, on nous a comme les Juifs, quoi. Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que vous avez pris fait et cause pour elles? Alors ça a beaucoup joué. Moi, déjà, on n'était pas super bien acceptés avec notre combat. Et puis à partir du 7 octobre, ça a été d'une violence inouïe. Vous savez, j'ai même vu des stories d'un compte Instagram qui s'appelle Mécréante. J'ai oublié le nom de la fille qui est derrière. Où à demi-mot, elle se réjouissait presque de l'exécution de mon oncle, en disant qu'il était finalement à l'époque du chat. Oui, parce que d'aucuns vous diraient que vous soutenez le chat et que du coup c'est pour ça que. Et en fait, et ce qui est horrible, c'est qu'en fait, ces personnes qui se prétendent anti-impérialistes et anti-colonialistes sont les pires néocolons auxquels on a affaire, puisque c'est des gens qui insultent notre drapeau, qui insultent nos valeurs, qui insultent mon peuple, parce que quand les Iraniens sortent dans la rue et qu'ils scandent quelque chose et que ces gens-là... Alors, il faut dire la différenciation, ils y vont au nom de l'Iran et pas de la République islamique d'Iran, et ça, c'est très important pour vous aussi, vous le dites souvent. Il y en a marre qu'on appelle ça l'Iran, c'est pas ça l'Iran.
Ouais, et d'ailleurs, il y a tout un chapitre dans le livre où on explique pourquoi, pour les Iraniens, c'est aussi important de faire la différence entre Iran et République islamique, puisque la souveraineté même d'un peuple, c'est d'avoir encore son pays. Donc l'Iran, c'est le peuple iranien, et la République islamique, c'est ce qui occupe aujourd'hui l'Iran et qui est en train de détruire non seulement l'Iran, mais le monde avec ses tentacules. Alors je voudrais revenir juste un tout petit peu à cette laïcité qui nous protège, j'ai envie de dire jusqu'à quel point. C'est quoi votre définition de la laïcité, Mona Jafarian ? Pour moi, c'est le socle de notre République. C'est certainement l'une des valeurs les plus importantes aujourd'hui. Et je pense que quand on voit de quoi est capable la religion, quand elle s'immisce dans le pouvoir, on se rend compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays laïque. Alors souvent, les gens m'opposent le fait de dire « Oui, mais enfin, c'est pas partout comme l'Iran. » Ok, mais prenons un autre pays, prenons le Maroc. Le Maroc, c'est un pays hyper ouvert. C'est un des pays les plus tolérants, un pays musulman un des plus tolérants. Les féministes là-bas sont en train de se battre pour qu'on fasse reculer les lois islamiques dans le code de la famille. Donc ça prouve bien qu'à chaque fois que la religion s'immisce dans les lois... Parce que là-bas, ils ont encore un problème d'héritage, etc. Toujours un problème d'héritage. Il y avait 13 000 jeunes filles, enfants, qui étaient mariées encore tous les ans par des religieux et validées ensuite par des tribunaux, avec la caution religieuse à chaque fois, en fait. Et elles se battent corps et âme pour ça. C'est pareil sur l'abaya. Quand on voit que les Saoudiennes se sont battues pour ne plus avoir à porter l'abaya, qui est culturelle, en Arabie Saoudite et pas au Maghreb, et qu'ici on voit des gamines de 13-14 ans qui ont toujours vécu en France, qui sont peut-être des immigrés de 3e ou 4e génération, qui revendiquent le droit de le porter, on dit qu'il y a quand même une bascule totale. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à elles ? Réveillez-vous. Arrêtez un peu. Enfin, je veux dire, soit vous n'avez pas lu les textes religieux, et dans ce cas-là, je vous invite à vraiment les lire et pas écouter ce qu'on vous en dit sur TikTok. Et si elles les ont lus et qu'elles adhèrent ? Bah écoute, j'ai envie de dire, remercier dans ce cas-là Dieu de vivre en France et d'avoir une laïcité qui vous protège de ce à quoi vous voulez vous soumettre. Mona Jafarian, si vous aviez un souhait, un petit génie comme ça. Moi, je pense que mon souhait, ça serait le message de ce livre, c'est je vous en prie, réveillez-vous, parce qu'on est à un point historique de bascule dans le monde, et que si on ne prend pas conscience des dangers qui nous guettent, on risque de le payer très cher. Votre livre, il est en rupture de stock, donc ça veut dire que vous êtes extrêmement lu et suivi. Est-ce que c'est pas une preuve que quand même il y a une majorité silencieuse qui se tait et qui a peur de parler, mais qui on va dire, agit en achetant votre bouquin, par exemple? Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le peuple français est fort et fier et se rappelle de ses valeurs. Et ça, je le vois tous les jours, et dans le soutien que j'ai de la part des Français, et dans les valeurs qu'ils continuent finalement à avoir. Et les sondages, je pense que sont assez clairs là-dessus. Maintenant, c'est vrai que mon message, c'est il va falloir être plus bruyant, parce que en face, ils sont une minorité très bruyante, ils sont en train de chaotiser ce pays. Donc est-ce que c'est pas ça la solution finalement, c'est se mettre à parler? Se mettre debout, tous ensemble, pour la République, pour la France, et de se rendre compte que ce qui est en train de se jouer à l'autre bout du monde aura des conséquences immédiates sur notre avenir à nous. Exactement. Parce qu'ils sont déjà là. Les tentacules sont déjà là. Est-ce que vous avez un message aussi à passer comme ça aux auditeurs, aux auditrices qui vous écoutent, par rapport à justement si de temps en temps, eux, ils sont tentés ou à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qu'est-ce que vous leur dites pour éviter ce choix difficile? C'est toujours mon socle, les valeurs républicaines. Parce que d'aucuns vous diraient que vous êtes d'extrême droite, c'est pas pour rien que je vous pose cette question. Oui, c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on milite contre les filles, on nous dit tout de suite, de toute façon, t'es une fasciste d'extrême droite. Quand on est pour la liberté, on est réac aujourd'hui, non? C'est pas ça? Et ce qui est assez drôle et finalement assez, c'est que les remarques les plus racistes et les plus violentes, je les ai de la part de l'extrême gauche, alors qu'il y a des gens qui me suivent et qui votent RN, par exemple, ils savent que je suis contre le RN, parce que moi, ma ligne de conduite, ça a toujours été ni LFI ni RN, et bien pourtant, ils font preuve de respect. Et je me retrouve à avoir des gens qui sont des militants antiracistes qui me disent, t'es pas contente, casse-toi chez toi, retourne dans ton pays, et c'est là, finalement, on se rend compte que cette violence, donc voilà, moi je dis notre socle républicain, continuons à y croire. Donc votre mot de la fin, c'est quoi? Réveillez-vous? C'est ça? Ouais. Réveillez-vous. Ouais. Merci Mona Jafarian, merci beaucoup. Je vous rappelle le livre de Mona Jafarian, je vous le conseille fortement. Il est réimprimé, hein, Mona, on peut ça y est, il vient le 3 mai. Voilà. Donc on va pouvoir le retrouver en librairie chez tous les bons libraires, évidemment, libraires plutôt. C'est Mon Combat, c'est sorti chez Stock. Merci Mona Jafarian. Merci à vous d'être fidèles à Parlons Femmes, évidemment. On se retrouve dès demain à 19h pour cet excellent, puis samedi prochain pour un nouveau destin. Parlons Femmes plutôt même, 13h30. Je vous embrasse. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.